Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, la tour dans laquelle on aime parler du commandeur en français dans le texte s'il vous plaît. Ici Euronime qui pilote toujours cet épisode. Alors je tiens à le dire tout de suite, je suis un peu malade, donc du coup c'est possible que ma voix sonne légèrement différemment, etc. Enfin bon, c'est pas très grave, vous inquiétez pas, donc voilà, vous êtes au courant, je suis malade, voilà. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'on a toujours un concours qui est en cours. On arrive bientôt au bout d'ailleurs, puisque bon, il nous reste seulement l'épisode de la semaine prochaine, puis ensuite jusqu'au 31. Donc bon voilà, ça fait quand même court. Pour gagner une des 3 deckbox, une des Alcov Flipbox Gold de chez Ultra Pro, puisqu'on aime pimper, voilà, à gagner, qui va être expédié chez vous, voilà, sans problème, avec éventuellement une petite dédicace, un petit mot si vous voulez, à côté, voilà. Ça c'est selon ce que vous préférez. Donc voilà, pour ça il y a un lien dans la description pour participer, il faut au minimum être abonné à la chaîne ou aussi sur les réseaux sociaux pour avoir des entrées supplémentaires. Et bah voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, voilà. Aujourd'hui on va partir sur du deck mentor, et oui ça faisait un petit moment, j'attendais en fait qu'on me donne des listes, et donc du coup j'ai reçu celle de Arnaud qui est une decklist Will et Rowan Kenrith, bleu-rouge du coup, contrôle Planeswalker entre guillemets. Je vous ferai un petit détail dans quelques minutes. Je tiens juste à vous rappeler que si vous aimez la chaîne, si vous aimez cet épisode, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à aussi mettre la petite cloche pour faire en sorte que vous soyez au courant quand les vidéos sortent. Même si bon, vous avez compris que c'était un épisode par semaine le dimanche, probablement. Ensuite, bah voilà, vous pouvez aussi commenter, parce que si vous avez des ajouts à faire, des idées pour Arnaud, pour qu'il puisse améliorer son deck, des cartes que j'ai pu zapper tout simplement parce que j'y ai pas pensé, ou alors je les trouve peut-être un peu moins intéressantes dans mon idée, mais qui peuvent quand même intéresser d'autres personnes, bah écoutez, allez-y, faites-vous plaisir, au moins on est là pour discuter, échanger autour de ce deck, dont vous avez d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo, tiens, comme ça, c'est casé. C'est sur mon compte, c'est pas sur celui de Arnaud, étant donné qu'il m'a fourni la liste en version texte, donc du coup j'ai tout remis sur Magicville. Donc du coup voilà, vous avez la decklist originale de Arnaud, là-bas. Donc, qui sont Will et Rowan Kenrith? Alors tout simplement, ce sont 2 Planeswalkers légendaires, qui ont été édités dans Battle Bond, donc Will est le Planeswalker bleu et Rowan le Planeswalker rouge. Ils ont en fait le partenariat entre eux, donc du coup ils s'associent l'un à l'autre, et ils peuvent être votre commandant. Donc du coup c'est plutôt pas mal, on a du coup 2 commandants, donc aussi une certaine flexibilité. Ce sont des Planeswalkers, donc du coup ça ouvre aussi d'autres possibilités. Et on va également passer un petit peu sur leurs capacités. Alors déjà pour savoir, les 2 coûtent 6, dont 2 bleus pour Will, dont 2 rouges pour Rowan, et ils arrivent tous les deux avec 4 de loyauté. Ils ont tous les deux une capacité plus 2, une capacité moins 2, une capacité moins 8. Donc du coup on va passer d'abord sur Will. Le plus 2 fait que jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à 2 créatures ciblées ont une force et une endurance de 0,3 et perdent toutes leurs capacités. Donc voilà. Moins 2, le joueur ciblé pioche 2 cartes. Jusqu'à votre prochain tour, les éphémères, les rituels et les planeswalkers qui sont lancés par ce joueur coûtent 2 de moins à lancer. Moins 8, le joueur ciblé gagne un emblème avec, quand vous lancez un éphémère ou un rituel, copiez-le, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Donc voilà, si on doit analyser assez rapidement, en fait, Will c'est très contrôle, on est là, voilà, contrôle sur les créatures. Ensuite, le fait d'avoir les éphémères rituels qui coûtent moins cher, plus les Planeswalkers aussi, ce qui va être assez utile dans l'optique de Arnaud. Et le moins 8 vraiment sur la copie, d'ailleurs, qu'on retrouve également chez Rowan. On va passer du coup sur Rowan. Le plus 2 fait que durant le prochain tour du joueur ciblé, chaque créature que ce joueur contrôle attaque si possible. Le moins 2 fait que Rowan inflige 3 blessures à chaque créature engagée que le joueur ciblé contrôle. Et le moins 8, le joueur ciblé gagne un emblème avec, quand vous activez une capacité qui n'est pas une capacité de mana, vous pouvez vous la copier et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Alors là vraiment on est sur d'un côté Will, qui va vraiment s'axer sur le contrôle, éphémère, rituel, etc. Plus le fait est que Will, on a plus ce côté... ce côté assistance en fait, parce que logiquement en fait Will et Rowan dans le Battle Bond étaient censés jouer dans 2 decks différents. C'était un petit peu la logique des partenariats dans cette édition là, c'est à dire qu'on avait un deck dans lequel il y avait Will, pourquoi pas, et de l'autre côté on avait Rowan. Du coup ce qui faisait que par exemple on pouvait diminuer le coût des spells de Rowan, enfin du joueur qui jouait Rowan par exemple, et pas seulement vous, puisque c'est le joueur ciblé. Et pareil, l'emblème pour les 2 Planeswalkers il est gagné par le joueur ciblé. Rowan on est plus sur quand même un petit côté un peu incitation à l'agression déjà avec le plus 2, la gestion un petit peu en masse de créatures chez un joueur, donc ça peut être pas mal dans les decks qui ont des petites créatures, decks tribaux etc, qui sont avec des petites bêtes, ou les decks jetons aussi. Et le moins 8 voilà, qui copie les capacités activées, ça inclut également les capacités de Planeswalker.
Du coup, ce qui peut être assez utile, c'est que finalement, on a Will qui dit qu'il peut contrôler un petit peu tout ce qui se passe, mais Rowan qui dit que si t'arrives à mon moins 8, je peux faire en sorte que tes Planeswalkers, voilà, ils fassent double effet en ayant juste utilisé une fois leur capacité. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà. Du coup, je vous avoue que cet équilibre entre les deux, en fait, Will et Rowan, c'est un deck que j'ai monté personnellement. Et qui malheureusement, je l'avais monté en groupe hug, en fait, tout simplement. C'était comme c'est marqué le joueur ciblé patati patata, en fait j'ai fait des trucs qui donnaient des avantages à tout le monde, et en gros je devenais copain avec tout le monde, avec un deck bleu-rouge. Oui, c'est assez étonnant, mais ça passait bien finalement, et j'avais quand même moyen de buter tout le monde à la fin. Donc voilà, ça c'est aussi autre chose, mais voilà, j'ai vraiment l'impression en fait que il y a beaucoup de possibilités avec ces deux Planeswalkers, parce que bon, déjà double commandant, Planeswalker avec voilà 3 capacités chacune, c'est ouais, il y a quand même des choses à faire. Mais Arnaud m'a envoyé, donc du coup dans son mail, il m'a donné une petite explication sur son deck. C'est un jeu contrôle, du contre-sort, du blast qui cible et du blast global. Le but du deck est de gérer le champ de bataille jusqu'à avoir les emblèmes des commandants et enchaîner les copies de sorts ou de capacités de Planeswalker. A la base il n'y avait que 3 Planeswalkers, mais cette semaine je l'ai modifié pour tester avec plusieurs Planeswalkers. Il y a un test à la fin du mois dans mon cercle de jeu. Par rapport aux précédentes parties, la grande difficulté que j'ai rencontrée, c'est quand mon adversaire a posé True Name Nemesis, le Nemesis de l'identité, qui est impossible à gérer. C'est une liste pour du 1v1, si tu peux me conseiller pour du multi ou me conseiller d'autres cartes pour du 1v1, ça serait génial. Alors, déjà, bon du coup on va parler un peu de 1v1, je pense que c'est assez nécessaire. Il y a beaucoup de cartes en fait qui, dans la decklist de Arnaud en fait, sont intéressantes pour du 1v1, ça je vais pas je vais pas mentir. Là-dessus, j'ai trouvé très intéressant, il y a plein de choses qui sont bonnes, mais malheureusement en multi qui passe beaucoup moins. Donc du coup, il faut qu'on arrive à trouver des cartes en fait qui sont valables en 1v1 et en multi, et qui sont légales dans les deux formats aussi. Voilà, parce qu'il y a des cartes que j'aurais pu conseiller, malheureusement, qui ne pourront pas être conseillées, puisque en 1v1 elles ne sont pas légales par exemple. Donc, ouais, c'est ardu ce moment, donc, parce que là on va parler de 1v1, on va parler de multi, donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, ceux qui sont là pour du multi, on va parler essentiellement de multi. On va juste faire en sorte que le deck soit quand même valable en 1v1 et qu'il soit intéressant aussi en 1v1. Alors pour la petite anecdote, j'ai un deck contrôle aussi en 1v1 qui existe en bleu-rouge. Oui, là, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'adore le bleu-rouge. Voilà, c'est l'une de mes combinaisons de couleurs préférées. Et en fait, je joue la majorité des cartes que joue Arnaud dans son deck. Pas toutes, il y en a certaines que je n'ai pas mises parce que justement, pour certaines raisons, ça j'en parlerai un peu plus tard. Et en plus, le commandant, il est dans la liste des cartes que je trouve intéressantes dans le deck. Il est dans la liste de Arnaud. C'est tout simplement Keranos, Dieu des Tempêtes. Alors, j'aime beaucoup cette capacité en fait à pouvoir être à la fois de la pioche supplémentaire ou du blast mono-cible. En 1v1, ça tue en fait. C'est pour ça que je l'ai en commandant, puisque bon, avoir quelque chose qui peut mettre une foudre à chaque tour à un adversaire, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, mine de rien. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Keranos, c'est un bon commandant et c'est une bonne carte dans ce deck. Après en multi, il sera peut-être un peu moins utile, il permettra de blaster directement des créatures. Mais bon, ça reste une carte intéressante. Dans la liste des Planeswalkers de Arnaud, que j'ai gardé des cartes intéressantes, parce que bon, on est quand même dans cette catégorie-là, j'ai Dack Fayden, Chandra, Torche de Défiance et Jace, Architecte des Pensées. Alors, je les aime tous pour des raisons différentes en fait, mais il y a quand même un truc qui revient régulièrement, c'est tout simplement la pioche. Dack Fayden qui permet de recycler justement les cartes les moins utiles, Chandra qui permet de en fait d'exiler la carte du milieu deck et de la jouer éventuellement si possible, ou alors faire du mana aussi, ça c'est pas mal. Et l'architecte des pensées, donc Jace, une version que j'aime pas trop, mais en fait qui a ce petit -2 là qui est plutôt pas mal, avec le mini Factor Fiction, ça peut être pas mal aussi. Et ils ont des capacités supplémentaires qui sont plutôt bonnes, vraiment bonnes. Dack Fayden qui gagne le contrôle d'un artefact, Chandra qui fait du mana supplémentaire, ce qui est plutôt bien vis-à-vis des commandants qui sont quand même à 6 de mana chacun, et qui ont en plus du blast mono-cible. Et Jace qui a cette capacité de gestion que je trouve vachement cool. C'est voilà, jusqu'à votre prochain tour, chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle attaque, elle gagne -1/-0. Ça temporise tout le board, même si vous attaquez pas vous, en fait, c'est voilà, pas d'agression jusqu'à mon prochain tour, je diminue la force de tous ceux qui attaquent. Voilà. Et franchement, je trouve ça pas mal, ça fonctionne plutôt bien. On a aussi 3 autres Planeswalkers qui m'ont tapé dans l'œil. Bon, alors là, ceux-là, c'est un peu plus... il y en a un, c'est un peu plus classique, c'est Jace, le sculpteur de l'esprit, évidemment. On a Ral, le vice-roi d'Izet, et Tamiyo, le sage de la lune. Alors, Jace, pourquoi ? Parce que contrôler la pioche, avoir du bounce en plus sur la créature, il me semble que c'est plutôt pas mal, hein, mine de rien.
On a le Ral Vice-Roi d'Izet qui est vraiment cool, que j'aime beaucoup parce que bon, regardez les 2 cartes de la bibliothèque, une au cimetière, une dans votre main, du coup ça fait avancer 2 cartes dans votre deck. C'est toujours pas mal en fait de pouvoir filtrer, de pouvoir dégager les cartes, etc. Vous avez pas besoin, ça avance pas mal. Le -3 est cool aussi, sachant qu'on peut aussi avoir des éphémères et rituels qui ont le flashback par exemple et qui s'exilent ensuite. Voilà, donc ça peut être cool. Tamiyo, bah, elle est tout simplement bien parce qu'elle engage les permanents et ça synergise bien en fait avec Rohan aussi avec son -2. Et la pioche aussi pour les créatures engagées que le joueur ciblé contrôle, ça peut être vraiment vraiment sympa. Éventuellement si vous avez réussi à engager toutes les créatures qu'un adversaire contrôle. Les enchantements qui sont dans le deck, j'ai pris les 3, puisque tout simplement je les trouve très bien. Ils sont très très bien. Il y a À la recherche d'Ascanta, il y a Rhystic Study, et il y a Trahison, Traîtrise, je sais plus comment elle s'appelle en français. Hop, on vérifie la decklist originale, tac tac tac, Traîtrise, voilà. Traîtrise. Et honnêtement, en fait, les 3 je les trouve très bien, tout simplement parce que d'un côté on a du filtrage de deck avec la recherche d'Ascanta, plus quand il est retourné, en Ascanta les ruines englouties. On a de la pioche supplémentaire avec Rhystic Study, qui en 1v1 doit être cool, mais en multi va être encore plus efficace. Donc du coup ça c'est vraiment sympa. Et Traîtrise, honnêtement c'est vraiment cool je pense, parce que en 1v1 je vois très bien l'utilité de prendre le contrôle de la meilleure créature adverse que éventuellement on n'a pas réussi à gérer pour X ou Y raison. Et en multi c'est aussi valable et ça a toujours autant d'impact. Alors dans les éphémères rituels, je vais passer sur tous les sorts de pioches, tous les contre-sorts, parce qu'en fait j'ai pas réellement d'intérêt à en parler. Pour la plupart, à part ceux que je vais aborder dans ma deuxième partie, les cartes que je trouve un peu moins intéressantes, sont tous très bons. Voilà, donc la plupart je les joue moi aussi dans mon deck contrôle. Donc du coup, voilà, je vais pas revenir dessus, je pense que ce sont des très bonnes cartes. On a en éphémère Feu et Glace. Donc Feu que j'aime beaucoup, voilà, qui fait un petit blast, c'est sympa. Mais en fait j'aime beaucoup Glace surtout, qui engage un permanent ciblé qui pouvait piocher une carte en éphémère, c'est vachement cool. Ça se remplace en plus, donc voilà. Ça, mine de rien, c'est pas grand chose, mais ça peut avoir un impact sur la partie, c'est pas cher, voilà, c'est assez flexible. En parlant de flexibilité, on a aussi le contre-sort dont j'ai envie de parler, pour une raison bien précise, c'est le commandement cryptique. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un éphémère qui coûte 4 dont 3 bleus, c'est très coloré. Mais vous choisissez 2 en fait, 2 modes. Contrecarrer le sort ciblé, vous renvoyez le permanent ciblé dans la main de son propriétaire, vous engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle, que vos adversaires contrôlent, ou vous piochez une carte. Et honnêtement, en fait, entre les 4 modes, alors le contrecarre il est bien, certes, ce que j'aime bien en fait, c'est le fait d'avoir aussi de la pioche, le fait de renvoyer un permanent ciblé, donc du coup c'est un boomerang pour ceux qui ne connaissent pas. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est engager toutes les créatures que vos adversaires contrôlent. Très bien avec Rohan aussi. Très bien aussi pour éviter les phases de combat où vous voyez qu'il y en a un qui domine carrément le board. Bah boum, on engage toutes les créatures et puis c'est réglé. Donc cette flexibilité, encore une fois, le commandement cryptique, pour moi, ça reste une des très bonnes cartes de ce deck, autant en 1v1 que en multi du coup. Ensuite, on a les effets pyroclasme. Alors, je vais du coup vous présenter la carte pyroclasme, comme ça vous allez comprendre quel est l'effet en question. Tout simplement, voilà, vous infligez 2 blessures à chaque créature avec le pyroclasme, et du coup les effets, les rituels pyroclasme, les pyro-like, je devrais les appeler, ce sont en fait des cartes qui font quasiment la même chose. Et du coup pyroclasme est très bien, voilà, attention aux elfes, aux gobelins et à toutes les créatures qui ont 2 d'endurance, et moins, ça fait assez mal au cul. Et ensuite, en fait, on a toute la catégorie des pyroclasmes à 3 que, justement, Arnaud nous a présenté. On a la Fureur des Dieux, les Soleils accablants et la Tempête de Scorie. Les 3 infligent 3 blessures à chaque créature, avec des petites subtilités. Fureur des Dieux va exiler les créatures qui sont mortes et qui ont subi des blessures comme ça ce tour-ci. Le Soleil accablant peut se recycler pour 3, c'est vachement cool. Et Tempête de Scorie peut juste infliger 3 blessures à chaque joueur, ce qui est une option assez envisageable. En multi, plus qu'en 1v1, je pense. Puisque tout simplement, en multi, il peut y avoir des taux de points de vie qui commencent à se rapprocher dangereusement du 0. Et du coup, Tempête de Scorie peut les finir. Le dernier rituel dont je veux vous parler, c'est l'ordre de succession, qui est la deuxième illustration de Magali Villeneuve dans le jeu, après les Vigiles de Mélitis, si vous voulez savoir. C'est tellement l'une de ses premières grosses cartes. Ça coûte 4 du coup, et en fait ça vous fait choisir à gauche ou à droite, et en commençant par vous et en continuant dans la direction choisie, chaque joueur choisit une créature contrôlée par le joueur suivant dans cette direction. Voilà, et chaque joueur acquiert le contrôle de la créature qu'il a choisie. C'est un petit peu à la Aminatou, sauf qu'on acquiert juste le contrôle de une créature,
Et c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup parce que, étant donné qu'on est dans un deck très contrôle, l'adversaire qui est donc du coup à votre gauche ou à votre droite selon ce que vous avez choisi, bah, il pourra pas choisir grand chose puisque bah, votre board, il y aura peut-être pas de créatures sur le board. Voilà. Il y en a 2 dans le deck, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que votre adversaire puisse prendre quelque chose et en profiter très longtemps. Dans les cartes un petit peu plus mais qui m'inspirent pas vraiment en fait dans le deck d'origine pour le multi, hein, parce que bon pour le 1v1 je peux comprendre qu'il soit réellement utile. Je vais aborder du coup d'abord les Planeswalkers. J'en ai 2, j'ai Jace Pacte des Guildes Vivants et Chandra Nalaar. Jace Pacte des Guildes Vivants tout simplement parce que sa première capacité elle est cool, mais je préfère largement en fait le Ral Vice-Roi d'Izet, même s'il est un mana plus cher et qu'il est colorant en rouge aussi. Voilà, je trouve qu'en fait les capacités qu'il a dessus, le -3 qui est pour moi beaucoup trop cher en fait, et le -8 pour moi il a un impact assez limité au niveau des autres joueurs, donc bon, il faut y arriver en plus. Chandra Nalaar, c'est plus le fait que bah, elle fait du mono-cible, et c'est quelque chose qu'en multi on n'aime pas trop, surtout au niveau des blasts, voilà, bon elle arrive à 6, on dit ouais, elle peut mettre 5 à une créature, oui mais bon ça coûte un petit peu cher ou de mettre 5 mana pour faire 5 blessures à une créature. J'avoue qu'il y a des sorts qui font bien mieux et qui ont tendance à faire chier un peu plus tout le board. Le -8 est cool, c'est sûr, mais le problème c'est que le +1 est tellement ridicule que ben, surtout en multi. Voilà. En multi, je pense qu'elle a pas réellement sa place. Après, une carte sur laquelle j'ai un peu plus un doute, c'est le médaillon de Saphir, qui diminue le coût de vos sorts bleus de 1. Et je ne sais pas en fait, c'est juste, je l'ai jamais joué. Enfin, je l'ai jamais joué dans mes decks multicolores. Et je ne sais pas en fait si ça a un réel impact sur le coup de mana. C'est plutôt à Arnaud de me répondre si ça a vraiment, une place importante dans le deck en fait, autant en 1v1. Et si tu la testes en multi, du coup, bah essaie de tester le médaillon avec et voir si ça a vraiment un impact sur ta façon de jouer. Je vous parlais des contre-sorts qui m'intéressaient un petit peu moins. Bah là, on en a un, c'est Force Spike, Chic Note de Force en français. Oui, ça s'appelle comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, je vais le mettre d'ailleurs avec, je vais le coupler avec l'autre sort, le contre-sort que je n'aime pas trop, c'est le No Logic. Alors, pour l'un comme pour l'autre, en fait, enfin, c'est pas vraiment la même chose. Mais en fait, pour moi, la Force Spike, il a un intérêt si on est vraiment au tout début de la partie pour qu'on regarde l'un des premiers sorts où la personne a utilisé tout son mana. Le problème, c'est qu'en dehors de ça, je pense que c'est une carte morte. La plupart du temps, les adversaires, à partir du moment où ils savent que vous jouez contrôle, ils vont peut-être attendre un tour de plus pour pouvoir faire en sorte de jouer leur sort. Ça va être, bah oui, je vais garder mon mana de côté, comme ça, bah je sais très bien qu'il y a des sorts qui me demandent de payer 1, 2, 3 de plus, 4 de plus dans le meilleur des cas. Et je vais peut-être garder du mana supplémentaire pour quand même pouvoir jouer mon gros sort et éventuellement payer le mana supplémentaire s'il y a besoin. Et en ça, je pense que c'est un petit peu un réflexe quand on a des joueurs en face qui jouent contrôle. Le No Logic, c'est un petit peu différent, c'est que lui, j'ai l'impression qu'en début de partie, bah en fait, il servira pas à grand chose. À moins d'avoir du mana supplémentaire ou alors des cartes au cimetière, mais du coup, c'est qu'on est très vite parti en fait, qu'on a vraiment eu les premiers sorts qui sont arrivés, etc. Je pense en fait que sur les premiers tours, le No Logic il reste assez limité dans son utilisation. J'avais hésité à le mettre moi aussi, et en fait je me suis rendu compte que déjà il y avait aussi des cartes dans mon deck qui me permettaient de rejouer les cartes du cimetière, et du coup j'ai pas forcément envie d'aller exiler mes cartes d'éphémères et de rituels que j'avais envie de rejouer par la suite. Donc bon, c'est un petit peu, ouais, le No Logic je l'aime moins, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que je l'aime un peu moins. Ensuite, on a tous les sorts de blessures directes, en éphémère et en rituel. Alors là, je vais vous en faire à la pelletée. On va commencer avec les 3 1 mana, choc, foudre, giclée de magma. Alors voilà, bon, qui inflige des blessures directes à n'importe quelle cible, sauf la giclée de magma, c'est uniquement une créature, mais ça l'exile si jamais elle meurt. Malheureusement, en fait, je vais faire un petit résumé de pourquoi est-ce que je trouve ça un peu moins bon. Parce que malheureusement, on les utilise une seule fois. En multi, c'est limité, quoi. Je veux dire, on a 3 adversaires, normalement, dans le meilleur des cas, 2 au minimum. On a 2 ou 3 adversaires, et en fait, infliger 3 blessures à une cible adversaire sur 40 points de vie, bof. Sur une créature, ça fait qu'une seule créature, alors que bah, y a 3 autres joueurs, enfin, il y a 3 joueurs au total qui posent des créatures en dehors de vous. Donc, du coup, ouais, je le trouve vraiment très, très, très limité, tous ces effets de blast en fait à mono-cible. D'ailleurs, généralement, en fait, quand je joue EDH, même en compétitif, je n'en vois pas. Généralement, ou alors ça va être des sorts à X, mais ça, on en reparlera après.
Mais des sorts qui infligent voilà, un choc, par exemple, ça m'arrive très rarement d'en voir. Et généralement, c'est parce que les gens n'ont pas beaucoup de cartes. Voilà. En dehors de ça, il y a juste un type de deck dans lequel j'ai trouvé ces sorts-là, c'est les decks combos. Voilà, je vous avais parlé de la combo avec Foudre et Sceptre Chronique, etc. Et en fait, bah du coup, c'était ce genre de deck-là, sinon, bah y a rien en fait, voilà. Ensuite, les 3 suivants, on a Fissuration, Frappe Foudroyante et Incinération, qui sont toujours en éphémère, voilà. Alors, Fissuration, oui, il y a détruisé l'artefact ciblé, c'est sympa, mais j'ai mieux en fait en commandeur, autant 1v1 qu'en multi d'ailleurs. Frappe Foudroyante et Incinération qui affichent 3 blessures, voilà, bon. C'est toujours pareil, voilà. Puis ensuite, on a aussi la Lance Calcinante, et en rituel, on a Chain Lightning et Balafre de Flamme. Malheureusement, bah voilà, c'est du rituel, donc du coup ça fait que vous pouvez jouer que pendant un quart des tours de la table, c'est-à-dire le vôtre. Du coup, c'est toujours moins intéressant que pouvoir lancer un éphémère. Donc voilà, c'est vraiment des cartes que je ne conseille pas trop. Alors après ce tour d'analyse du deck, j'ai quelques conseils du coup à prodiguer avec beaucoup de cartes. On a vraiment beaucoup de cartes dont on doit parler. Et en fait, je vais déjà parler d'un élément qui m'embête un petit peu dans le deck. C'est tout simplement le coût de mana des deux commandants qui sont à 6. C'est très cher, mine de rien. J'ai pas vu beaucoup de moyens de réduire leur coût. En Planeswalker, c'est très compliqué. Bah, il y en a un qui peut être faisable, mais bon, c'est pas très envisageable. C'est l'enclume d'apparence que vous connaissez peut-être, dont je vous avais parlé déjà. Et bon, c'est pas très bon. Voilà, donc je pense pas. Mais en gros, il faudra avoir quelques cailloux à 2 ou 3 mana. Quitte à ralentir un peu le plan de jeu contrôle, si on veut accentuer un petit peu le côté les commandants sont importants. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre un petit peu à trouver, et je crois que c'est un petit peu toute la logique de ce deck Mentor, c'est que on a d'un côté la capacité à avoir des Planeswalkers sur le champ de bataille qui est assez intéressante, de pouvoir les réduire les coûts avec Will, et de l'autre côté on a aussi le fait d'avoir besoin de contrôle pour protéger ce board rempli de Planeswalkers. Et on peut aussi tout simplement jouer contrôle et dire pas de Planeswalker, voilà. Mais honnêtement, c'est un équilibre à trouver, et je pense que là, c'est à chacun de faire un petit peu la part des choses dans ce qu'il veut dans son deck, parce que je ne peux pas dire ça, c'est le nombre de cartes qu'il faut mettre et tout pour ceci, cela. Non, je pense que ça peut être, c'est adaptable complètement en fonction de comment vous voulez jouer, et du coup, bah là, je ne serai pas très précis en fait dans mes calculs, mais je vais vous proposer en fait une liste de cartes d'un côté qui sont intéressantes pour les Planeswalkers et leur fonctionnement, et de l'autre côté, une liste de cartes qui sont intéressantes pour le contrôle, voilà. Donc du côté Planeswalker pour commencer. Alors j'ai mis pas mal de Planeswalker de War of the Spark, hein, disons-le, enfin de cartes qui sont reliées au Planeswalker. J'ai Ral Conduit de l'Orage, voilà, bon, parce que étant donné qu'on lance éphémère et rituel assez régulièrement pour le contrôle, donc là c'est vraiment si c'est un deck assez équilibré, où les Planeswalkers sont pas non plus extrêmement dominants. Ral, je pense que c'est vraiment le top du top, plus le regard qui est toujours une capacité qu'on aime beaucoup, dans tous les cas, donc voilà, je pense que Ral, Conduit de l'Orage, ça peut être assez cool. Sans être non plus extrêmement pété. On a aussi Chandra, Meneuse de Flamme, alors ça c'est un de mes petits favoris. En 1v1 ça botte des culs Arnaud, comme ça t'es au courant. Tout simplement parce qu'en fait, bon elle coûte 6 aussi comme les commandants, c'est un peu gênant. Mais en fait, à elle seule, elle peut gagner la partie. Tout simplement parce que on va avoir des race boards, des trucs qui font des effets pyroclasme. Éventuellement, bah, on va raser le board d'un adversaire. On a Chandra, on fait le +1, on fait 2-3-1 célérité qui attaque le joueur. Ça fait 6 de patates dans la gueule, en ayant utilisé le +1, pas en utilisant une capacité négative. Donc, c'est encore plus intéressant. Le 0 est intéressant aussi, et le -X aussi, puisque du coup, ça nous permet de faire aussi un effet pyroclasme à la demande. Dire, voilà, je veux tel nombre de blessures sur chaque créature. Donc, pour moi, elle est vraiment adaptable, et elle s'intègre en fait assez bien dans la stratégie du deck. On a aussi Teferi, Archimage temporel en Planeswalker à 6. Je l'aime beaucoup pour la première capacité, encore une fois, qui regarde les deux cartes sur la bibliothèque, une en dessous, une dans votre main. Et aussi le -1 qui dégage jusqu'à 4 permanences ciblées. Ce qui fait que finalement, ça peut être un Planeswalker qui coûte pas cher, déjà, parce que si vous dégagez les terrains, mais aussi qui permet à d'autres cartes d'être déclenchées, et j'en parlerai un petit peu pour la suite. Le -10, bah, c'est le top du top si vous y arrivez. Puisque voilà, lancer en plus les capacités de Planeswalker en éphémère durant le tour des adversaires en bonus. Ouais, là on tire carrément toute la value possible en fait de Teferi. On a aussi Kasmina, Mentor énigmatique pour la protection, voilà, les sorts qui vont cibler vos Planeswalkers coûtent 2 de plus à lancer, c'est pas mal. Et j'aime encore une fois ce -2, voilà, qui me fait une bête, donc un moyen de se protéger un petit peu, plus derrière une petite capacité de looting, donc c'est assez sympa.
Et le dernier Planeswalker de la guerre des Planeswalkers que j'ai mis, c'est Sarkhan l'Insoumis, parce que, oui, après tout, pourquoi pas transformer vos Planeswalkers en 4/4 dragons. Voilà, parce qu'ils foutent des patates dans la gueule. Et c'est un petit peu voilà, le retour de bâton, c'est que ce ne sont pas uniquement des cartes passives, des permanents passifs. Ils ont également un effet très actif sur la phase de combat, du coup, si on utilise Sarkhan. Il y a aussi la double étincelle que j'ai rajouté, parce que bon, bah très bien, écoutez, je pense que doubler Will Kenrith et dire, bah on fait 2 fois le -2, ok, donc du coup j'ai pioché 4 cartes, et mes sorts d'éphémère rituel et Planeswalker coûtent 4 de moins à lancer jusqu'à mon prochain tour. Oui, oui c'est pas mal monsieur, oui c'est pas mal du tout. Voilà, donc moi je dis oui. Donc voilà, de double d'étincelle très très bien. J'ai mis la canaliseuse de flux, voilà, parce que quand vous lancez des sorts non créatures, vous proliférez. Alors c'est une créature, c'est un peu chiant, parce que oui, du coup, Pyroclasme la tue. Mais en fait, si vous arrivez à avoir suffisamment de Planeswalkers sur champ de bataille, éventuellement, si vous êtes plus dans une partie contrôle avec les contre-sorts plutôt que dans une partie on blaste tout le temps, ouais, la canaliseuse de flux, elle peut avoir son intérêt. Après, en 1v1, je suis un petit peu moins sûr quand même. On est sur quelque chose de beaucoup plus lent, hein, mine de rien. On a le voile de chaîne aussi, si vous connaissez, c'est un artefact légendaire qui en fait vous permet, en payant 4 et en l'engageant, de réutiliser une capacité de loyauté pour chaque Planeswalker que vous contrôlez. Du coup, ce qui est très bien, c'est une très bonne carte dans les decks Planeswalker. Qui plus est, bah voilà, je vous parlais tout à l'heure de Teferi qui permettait de dégager 4 permanents. Ça peut être utile, voilà, par exemple. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose et d'en profiter un maximum dans un deck qui contient pas mal de Planeswalker. On a aussi l'anneau d'éclairâtre. Alors là, celui-là, c'est de la copie de capacité activée. Sauf que voilà, il faut que ce soit pas une capacité de mana, mais le truc c'est que les capacités de Planeswalker, les capacités de loyauté, sont des capacités activées. Techniquement, vous payez un coût, le coût c'est d'enlever ou de rajouter de la loyauté à votre Planeswalker. Et ensuite, il y a les 2 points avec la capacité en question. Donc du coup, là, vous pouvez payer 2 mana pour copier les capacités de loyauté de vos Planeswalkers. C'est cool. Et ça permet aussi de copier les capacités du genre le voile de chaîne, et aussi une autre carte dont je vais parler un petit peu après. On a la marée inexorable, en fait c'est tout simplement la canaliseuse de flux mais sur un enchantement et pour tous les sorts. Donc voilà, marée inexorable c'est un enchantement pour 5 qui va dire à chaque fois que vous lancez un sort, proliférer. Je l'aime beaucoup parce que bon c'est un enchantement, c'est un peu plus dur à gérer qu'une créature. De l'autre côté aussi votre pyroclasme ne va pas la tuer, voilà. Après certes le fait de rajouter les sorts de créatures du coup, puisque bon la canaliseuse de flux ne fait pas dessus, c'est très léger en fait pour le deck, il n'y a pas un réel intérêt. Même avec les cartes que je vous propose de rajouter, même si vous les mettez toutes, les créatures que je propose de rajouter, et ben en fait ça reste assez léger le nombre de créatures dans le deck. Autre créature du coup, j'ai aussi la raie bioluminescente. Pour tous les decks qui jouent justement sur la prolifération, sur le fait de mettre des marqueurs sur les Super Friends et tout ça, c'est très bien, puisque bon, elle double le nombre de marqueurs de chaque sorte de marqueur sur n'importe quel nombre de permanents quand elle arrive en jeu. Donc, très bien pour vos Planeswalkers du coup, puisque ça permet d'arriver à l'ulti beaucoup plus facilement pour quasiment tous. Et bon, voilà, je pense qu'un Teferi qui fait son ulti, imaginons le tour où il arrive sur le champ de bataille, bah oui, c'est plutôt pas mal aussi, voilà. Et la dernière carte, c'est aussi un artefact, la machine à contagion qui coûte 6. En fait, elle met, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle met un marqueur -1/-1 sur chaque créature que le joueur cible et contrôle. C'est un petit bonus, mais en fait, surtout ce qui m'intéresse, c'est sa capacité activée, qui coûte 4, plus vous l'engagez, proliférer, puis proliférer à nouveau. Du coup, voilà, bon, la prolifération, je vous fais pas un topo dessus, on en a parlé durant la guerre des Planeswalkers. Mais vraiment, double prolifération, c'est très fort. Je l'ai joué dans beaucoup de decks, des decks avec des marqueurs +1/+1, des decks avec les Super Friends, tout simplement. Et honnêtement, généralement, elle fait un très bon effet. Qui plus est, le fait derrière de pouvoir dire, je mets un marqueur -1/- sur toutes tes créatures, et derrière, je prolifère 2 fois, donc du coup, toutes tes créatures à 3 d'endurance, elles sont mortes. Voilà. C'est assez utile, ça gère pas mal de boards, ça peut gérer pas mal de stratégies aussi, et ça permet à votre plan en fait de bondir en avant. Sinon, après avoir parlé des Planeswalkers, maintenant il faut qu'on parle un peu du contrôle. Pour moi le contrôle il se divise en plusieurs catégories, ça va être les contre-sorts d'un côté, de l'autre côté ça va être les blasts à la pyroclasme, et ensuite il y a les autres cartes qui vont être intéressantes aussi pour gérer un peu le board. Alors juste un petit disclaimer avant qu'on parle des contre-sorts. Tout simplement les contre-sorts je vous conseille pas non plus d'en mettre une tonne dans votre deck, mais plutôt de jauger ce que Arnaud a mis dans son deck, ceux que je vous propose ici en bonus en fait, et qui en fait lesquels vous semblent les meilleurs tout simplement. Puisque dans une partie multi, vous n'allez pas contrecarrer tous les sorts qui passent, puisque quand vous contrecarrez un sort, vous utilisez une carte pour juste contrecarrer un seul sort adverse d'un seul adversaire. Ce qui fait que du coup, techniquement, il y a la moitié de la table qui n'a pas perdu de carte.
et derrière, qui est bien content de ne pas avoir eu son sort de contrecarré, éventuellement, puisque c'est un plus gros sort. En fait, il faut vraiment réussir à jauger sur les contre-sorts, quels sont les très bons sorts qui ont réellement un impact, et du coup, là, encore une fois, l'utilité de suivre ma série sur les meilleures cartes de chaque couleur, même s'il n'y a pas que celle-là, bien sûr. Mais vraiment, il faut comprendre quelles sont les cartes, comprendre les enjeux en fait de chaque sort qui est lancé pour le joueur en question. Donc voilà, c'est juste un petit disclaimer comme ça, voilà, ne blindez pas votre deck de contre-sort, soyez raisonnable, voilà. Alors les contre-sorts, j'en ai un flexible pour commencer en bleu-rouge, le charme d'Izette qui est un éphémère pour 2, un bleu, un rouge. Vous avez 3 modes, vous contrecarrez un sort non-créature pour 2, pardon. Vous contrecarrez un sort de créature à moins que son contrôleur ne paye 2. Il inflige 2 blessures à une créature ciblée, donc c'est pas mal. Et surtout, vous piochez 2 cartes, puis vous défaussez 2 cartes. J'aime bien cet effet de looting en éphémère pour 2 pour 2, c'est vraiment cool. Donc vraiment, je pense que les 3 modes sont intéressants, et cette flexibilité, en fait, elle s'intègre très bien dans ce type de deck. Les autres contre-sorts, on a Condescendance, qui coûte X et un bleu, qui contrecarre le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye X, mais vous faites quand même un Scry 2 derrière, c'est cool. Le refus, pour moi qui est l'un des meilleurs contre-sorts qui existent, puisqu'il coûte 3 et il contrecarre un sort ciblé, une capacité activée ciblée ou une capacité déclenchée ciblée. Donc vraiment cool, il n'y a que les capacités de mana qui ne peuvent pas être ciblées bien sûr. Et en fait pour moi ça reste vraiment l'un des meilleurs, parce que il n'y a rien qui passe outre ça. C'est une flexibilité ultime en fait. Alors du coup ça fait aussi que c'est un petit peu compliqué des fois de se dire, est-ce que j'utilise sur cette capacité ou est-ce que j'attends qu'il y ait vraiment un très bon sort qui sorte. Oui, bon, je peux comprendre aussi. On a Dissoudre, voilà, qui fait contrecarrer un sort et regard 1. Dans le même genre, on a aussi le Sinistre Sabotage, qui fait contrecarrer un sort et surveiller 1. Et on a aussi la Dissipation, contrecarrer le sort ciblé. Et si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le. Voilà. Donc tout ça, ce sont des bons contre-sorts à 2, à 1, plus X, plus ou à 3. Après, tous les bons contre-sorts à 2, généralement, Arnaud les a déjà mis dans son deck. Voilà, il y a les très grands classiques. Très bon sort, donc du coup je vous conseille de regarder sa liste de plus près si vous êtes intéressé par les contre-sorts. Ensuite, j'ai aussi 2 contre-sorts en bleu-rouge, à 3, Contreflux et Ionisation. Contreflux qui ne peut pas être contrecarré par des sorts ou des capacités, donc c'est vachement cool, et qui contrecarre un sort ciblé que vous ne contrôlez pas. Pourquoi cette précision là? Parce qu'en fait il a un coup de surcharge pour 1 mana supplémentaire en générique, qui va en fait contrecarrer tous les sorts que vous ne contrôlez pas. En 1v1 je trouve très fort parce que justement si vous avez des decks contrôle en face, ça les contrecarre aussi. Et en multi, vraiment le top du top, puisque contrecarrer tous les sorts de la pile, ça peut vraiment être utile à certains moments où en fait tout devient dégénéré. C'est genre je fais un rasboard, je sais pas, je détruis tous les permanents, voilà pourquoi pas. Et derrière du coup il y en a un qui répond en faisant ceci, puis un autre qui fait cela et tout. Et en fait c'est vraiment la pile, ça devient un gros amas de merde pour tout le monde en fait, disons-le. Et vous êtes là avec votre contreflux, vous pouvez lancer du coup en surcharge, qui ne peut pas être contrecarré en plus, et qui dit voilà, la pile, paf, il n'y a plus rien, la pile elle est vide. Ionisation, c'est plus un contre-sort classique avec juste le fait d'infliger 2 en plus au contrôleur du sort. Moi je l'aime beaucoup pour ça, parce que voilà, ça peut être assez utile en 1v1 comme en multi, voilà, donc pourquoi pas. En contre-sort à 4, j'en ai 2 que j'aime beaucoup, j'ai Rejet Sommaire et Rembobinage. Rejet Sommaire qui lui, en fait c'est un peu comme le contreflux, mais en plus violent encore, c'est qu'il exile tous les autres sorts et qu'il contrecarre toutes les capacités. J'aime beaucoup, en fait c'est une carte qui a été surtout éditée pour pallier aux contrecarrer un peu les Eldrazi, puisque tous les titans Eldrazi en fait ont des effets quand ils sont lancés. Il y en a d'autres il y a d'autres Eldrazi d'ailleurs qui ont aussi des effets quand ils sont lancés, et pas uniquement quand ils arrivent sur le champ de bataille. Du coup ce qui fait qu'il fallait pouvoir les gérer. Et en plus, voilà, en les exilant, ça fait ah oui, non, je remélange pas mon titan Eldrazi à ma bibliothèque parce qu'il va en exil. Ah voilà. Et ouais, et en effet, l'effet aussi que la capacité en fait qui se déclenchait quand vous le lancez, elle marche pas non plus. Voilà. Donc Rejet Sommaire, moi je pense que voilà, vous allez l'utiliser généralement comme un simple contre-sort à 4, mais il y a des fois où vous allez être très très content de l'avoir. Voilà. Le rembobinage, je le trouve aussi très sympa et pour moi très utile aussi, alors que ça soit en 1v1 ou en multi pour le coup. Parce que redétaper 4 landes pas avoir contrecarré un sort, c'est juste, voilà, j'ai juste balancé une carte sur la table pour dire, voilà, je contrecarre ton sort. Et derrière mes terrains, voilà, tout est nickel. Qui plus est, vous pouvez aussi dégager des terrains qui font plus de mana que ce qu'il faut. Donc du coup, ça fait que vous gagnez un peu de mana aussi.
Alors dans les autres types de moyens de gestion, moi j'ai pensé aussi aux boons de masse. Alors bon, là il y en a un qui commence à se dire oh, on sait déjà de quelle carte il va parler. Oui, c'est une carte que j'ai pas vue dans le deck d'origine, et je suis un peu étonné d'ailleurs de l'avoir pas vue. C'est la faille cyclonique. Et j'ai aussi de la marée dévastatrice dans le même genre. Mais la faille cyclonique en fait, alors je l'aime bien parce que en début de partie en 1v1 ça peut être très utile pour l'avoir utilisé comme tel quel sans la surcharge, c'est vraiment bien. Et derrière le fait d'avoir le coup de surcharge à 7 qui est en soi un certain achievement, on va dire, il faut arriver quand même aux 7 mana pour pouvoir contrebalancer carrément la partie, c'est dire moi je garde mon board, le vôtre il dégage. D'ailleurs je vais vous en parler certainement dans les meilleures cartes du bleu, hein, je pense que je peux pas y échapper. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi est-ce que c'est quand même une carte qui reste assez fair, mine de rien. Mais la faille cyclonique pour moi elle a vraiment un impact, autant en 1v1 qu'en multi, plus en multi évidemment sur son effet de surcharge, mais en 1v1 en fait elle peut avoir un effet dès le début avec son petit effet boost tout simplement. Et de l'autre côté, la marée dévastatrice, tout simplement, renvoyer tous les permanents dans le terrain et dans les mains de leurs propriétaires. Pour moi, c'est vraiment... je pense qu'on a quand même pas beaucoup de permanents quand même dans le deck. Si on réfléchit, entre les artefacts qui sont posés, les enchantements qui sont pas non plus extrêmement nombreux, et derrière, tout simplement, les Planeswalkers, je pense que renvoyer vos Planeswalkers dans la main pour gérer tous les boards adverses en multi, ça reste quand même une bonne option. Avec le coup de miracle qui plus est, qui peut être vraiment léger... ce qui fait que voilà, ça peut vraiment être quelque chose de très important. En plus derrière vous êtes le premier en fait à rebuilder votre board. Et si vous l'avez fait en miracle, du coup c'est juste 2 mana. Techniquement vous avez moyen de relancer pas mal de choses derrière. En effet, à la pyroclasme, j'en ai pas mal. Alors j'ai les effets pyroclasme classiques, voilà, c'est le sort dit tel nombre de blessures. Et ensuite il y a les effets à X dont je vais parler un petit peu après. On a la retombée volcanique Fallout, un éphémère qui coûte 3 dans 2 rouges, qui peut pas être contrecarré, qui inflige 2 blessures à chaque créature et à chaque joueur. Voilà. Donc très bien aussi, encore un petit effet comme ça. Mortier de Misium qui coûte 2 et qui fait 4 blessures à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas, mais avec un coup de surcharge pour 6, dont 3 rouges, c'est très coloré, mais bon, honnêtement c'est réellement utile. On a dans les effets à X, on a Rolling Earthquake, Tremblement de Terre, qui eux sont tous les deux en fait pardon, c'est pas des éphémères, justement des rituels, qui infligent X blessures à chaque créature, alors sans le Earthmanship pour le Rolling Earthquake, et à chaque joueur, et Tremblement de Terre c'est à chaque créature sans le vol et à chaque joueur. Alors le Horsemanship c'est la cavalerie, je sais plus comment il s'appelle en français, j'ai vraiment un doute là-dessus. C'est une vieille capacité que quasiment personne ne joue, hein. Je sais qu'il y a peut-être un commandant qui le fait, voilà c'est tout, c'est en mono bleu, c'est assez obscur. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas vraiment grand chose qui est joué là-dedans, dans le commandeur dans ce genre de format, dans ce genre de créature. Et justement en fait, le problème c'est que généralement les sorts à X qui infligent des blessures comme ça, voilà, vous voyez le tremblement de terre, il touche pas les créatures avec le vol. Le Rolling Earthquake, lui, il les touche aussi. Vraiment, je pense que ça reste une carte aussi, une bonne alternative en fait, qui vous permet justement de compenser un petit peu certaines lacunes que d'autres cartes du même genre ont. On a aussi l'acte blasphématoire et la réaction en chaîne. Alors eux c'est pas des sorts à X, mais en fait ils ont un intérêt assez intéressant en fait en multi. L'acte blasphématoire tout simplement parce que le coût se réduit pour chaque créature qui est sur le champ de bataille. Il inflige 13 blessures derrière, donc il y a quasiment rien qui survit. Et justement voilà, l'acte blasphématoire je pense qu'en multi il est réellement utile. En 1v1 c'est plus compliqué, personnellement je ne le joue pas en 1v1. Parce que bon, je ne joue pas beaucoup de créatures. Mon adversaire va peut-être pas non plus en jouer des masses. Donc bon, l'acte blasphématoire, généralement, ça va être une carte à 9 qui va peut-être coûter, allez, 7, 6, 5 au grand maximum. Ça fait toujours un petit peu cher, on aimerait bien avoir le coût le plus réduit possible. Et ensuite, derrière, on a la réaction en chaîne. Alors la réaction en chaîne, c'est tout simplement un sort pour 4, donc pas trop cher, qui va dire qu'il inflige X blessures à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Encore une fois, plus utile en multi qu'en 1v1, donc du coup à voir si vous voulez la jouer dans votre deck. Ensuite j'ai d'autres cartes, d'autres sorts qui pour moi impactent réellement, qui font vraiment partie du contrôle tout simplement. On a déjà des artefacts, on a l'orbe de torpeur et la Mixstone, la pierre de domination il me semble en français. Tout simplement l'orbe de torpeur c'est un très bon artefact qui empêche les capacités déclenchées par les créatures. Voilà, les créatures qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement de capacité. Donc du coup c'est un peu l'inverse de Panharmonicon. Panharmonicon dit que ça double, là orbe de torpeur dit qu'il n'y a rien du tout, voilà. Du coup, ça fait que même les créatures qui arrivent sur le champ de bataille qui ont un effet sur elles, du style Sage de reboisement, qui va détruire un enchantement ou un artefact quand il arrive en jeu,
et ben ça ne marche pas, voilà, elle se déclenche pas. Et c'est une très bonne carte de contrôle que j'aime beaucoup, je la joue, c'est vraiment très fort. C'est très fort, en plus, bon il y a certaines stratégies qui tournent autour aussi, mais vraiment c'est une très bonne carte. La Mixstone en fait, elle m'intéresse vis-à-vis de Rowan. Encore une fois, puisque en fait, les créatures avec une force supérieure ou égale à 3 ne peuvent pas se dégager durant l'étape de dégagement de leur contrôleur. Bah oui, voilà. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur la logique pure et dure, c'est-à-dire que les petites bêtes, bah il y a moyen de les faire attaquer avec Rowan, derrière du coup de les blaster ou de faire justement un effet pyroclasme. Et les grosses bêtes qui ne sont pas gérées par nos effets de pyroclasme, eh ben justement, ils se dégageront pas, ils attaqueront une fois et puis point. Et pour moi, Mixstone, c'est vraiment une très bonne carte. Je pense qu'elle est valable autant en 1v1 qu'en multi, parce que bon, le coup de mana est à 1. Je veux dire, voilà, vous posez tour 1, vous dites, bah voilà, c'est bon, j'ai déjà mis en place mon plan de jeu, quoi, tout simplement. Donc vraiment, moi je pense que c'est une très bonne carte, voilà. Ensuite, on a le sommeil aussi, qui engage toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle et qui ne se dégagent pas pour la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Ça aussi, c'est vraiment un style un peu à la Rowan. Enfin, je vise ça aussi pour Rowan en disant oui, les créatures se dégagent pas. Parce qu'en fait, il faut quand même qu'on puisse le déclencher sans qu'il y ait une phase d'attaque à certains moments. Voilà, qu'on dise pas oui, tout le monde doit attaquer tout le monde. Alors après, il y a aussi le God qui peut fonctionner. C'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup en faisant la liste. Mais voilà, inciter toutes les créatures que vous ne contrôlez pas, mais malheureusement en 1v1 c'est pas du tout utile puisque ça va vous attaquer quand même. Donc bon, voilà, c'est un peu moyen et je pense que le sommeil est plus générique et ça marche mieux. Même en 1v1. Je vous parlais de gérer des artefacts tout à l'heure, bah, tout simplement on a la salve Vandale, un rituel qui coûte 1 rouge, qui détruit un artefact ciblé que vous ne contrôlez pas. Alors du coup vous commencez à prendre le coup. C'est encore une fois avec de la surcharge, et en fait à 5, vous détruisez tous les artefacts que vous ne contrôlez pas, c'est très fort, en multi ça fait extrêmement mal, et même en 1v1, parce que des jeux artefacts en 1v1 il y en existe beaucoup, Dareti, voilà par exemple, mais honnêtement je pense que la salve Vandale c'est une très bonne carte, et qu'il y a pas grand chose en fait qui équivaut, je sais qu'il y en a un autre de premier Ravnica, cette fois-ci, qui coûte 1 rouge, qui détruit un artefact ciblé, vous pouvez le copier pour 1 rouge autant de fois que vous voulez. Voilà, c'est assez fort aussi, mais malheureusement ça demande quand même beaucoup de mana si vous voulez cibler pas mal d'artefacts, notamment en multi. Mais la salve Vandale, voilà, pour 5, elle fait tout le boulot à elle toute seule. Et la dernière carte que j'ai à vous conseiller, c'est une créature, encore une fois, c'est le Spellseeker, un humain et sorcier, qui en fait pour 3, dont un bleu, est une 1-1 qui va aller chercher, quand il arrive sur le champ de bataille, un éphémère ou un rituel qui coûte 2 ou moins, le révéler et le mettre dans votre main. Alors, pourquoi est-ce que je le trouve aussi intéressant? Parce qu'en fait, bah voilà, si je dois refaire ma liste derrière, bah il y a la salve Vandale qui passe, il y a nos éphémères, enfin nos effets à X, voilà, nos pyroclasmes à X qui fonctionnent aussi, Barthélemy qui passe aussi, quasiment tous nos contre-sorts qui passent, pour ceux qui sont à 2, je regarde voilà la liste d'Arnaud à côté aussi, hein. Voilà, tous les effets de pioche à 1 ou à 2, ça passe aussi, les Planeswalkers ça va être compliqué, mais voilà, enfin bon, voilà, tous les effets de pioche, tous les effets de contre-sorts qui sont pas chers, vraiment là on est sur du top, et du coup tous les effets de pyroclasme à 2 ou à X sont intéressants aussi. Donc voilà, c'est un petit peu l'une des cartes qui permet d'aller chercher ce que vous avez besoin en fait en fonction de la situation. Voilà. Donc gestion de créatures, gestion de board, gestion d'artefacts, il y a de tout, ou de la pioche, voilà. Alors du coup si je dois faire un résumé de l'épisode, je pense en fait que c'est vraiment une question d'équilibre. Je le redis encore une fois, mais en fait, Will et Rowan, c'est un deck un peu toolbox autour du contrôle. C'est qu'on va s'appuyer sur les Planeswalkers pour contrôler, pour éventuellement finir les adversaires si on arrive à tenir le board. De l'autre côté, on a du contrôle. Will et Rowan sont utiles également derrière, puisqu'ils permettent aussi de protéger le board d'une manière ou d'une autre. Éventuellement, bah, s'ils arrivent jusqu'à leur ulti, vraiment de faire une sacrée différence en fait sur la table, autant au niveau des éphémères rituels que vous pouvez jouer qu'au niveau des capacités de Planeswalker que vous pouvez activer. Donc du coup voilà, c'est vraiment, on est sur un deck qui fait un peu tout et n'importe quoi, et je pense qu'il peut, qui est dans la gestion, dans le contrôle, ça c'est sûr. On n'est pas sur, oui je fais un peu tout et voilà, je mets de l'aggro, du combo et tout, non. On est vraiment sur quelque chose de très contrôle, et finalement, la decklist de Arnaud, elle se comprend pour le 1v1. Là ce que je propose sont juste des adaptations pour le multi, mais aussi des cartes qui peuvent être intéressantes pour le 1v1. Et en soi, là, je vous conseille de faire un mix, en fait. Regardez ce que vous aimez bien dans la decklist d'Arnaud.
de regarder ce que vous aimez bien dans les cartes que j'ai proposées, et tout simplement faire un mix, vous dire, voilà, moi je veux plus peut-être, ouais, je veux plus raser le board et tout, faire des sorts à X et tout, allez-y, faites-vous plaisir, pourquoi pas. Non, moi je veux plus contrecarrer les bons sorts au bon moment, comme ça mes adversaires, il y en a certains qui vont être copains avec moi, parce que voilà, je contrecarre le bon sort pour faire chier tel ou tel joueur. Voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être, ouais, je vais jouer plus Planeswalker et tout, réduire les coups avec Will au niveau des Planeswalkers que j'ai à jouer, ça peut être cool. Ouais, voilà, donc honnêtement, moi j'aime beaucoup le principe du deck que Arnaud nous a présenté. Voilà, j'ai juste fait les petites adaptations, et puis je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Si jamais vous aussi vous voulez participer au deck mentor, proposer un de vos decks sur lesquels vous avez un peu de mal, ou des questions, ou des envies de connaître de nouvelles cartes, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer ça par mail. Notre adresse mail, c'est tout simplement tourdecommandement@gmail.com. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. De la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom avec 2M, et sur Facebook, @tourdecommandement. Et sur Facebook et Twitter, vous pouvez me retrouver aussi, Eronim FR sur Twitter, et Eronim tout court sur Facebook. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, de quoi on va parler? On va parler du bleu. Voilà, on va parler du meilleur du bleu, parce que voilà, je suis en train de faire la liste déjà. Je suis déjà en train de travailler dessus, même si je pense que j'ai déjà quelques idées de quelles cartes vont rester dans le top du bleu. Voilà. Et j'espère que je vous y retrouverai justement. Allez, à la prochaine, salut à tous!